Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 octobre 2025. Notre cher ami et frère Andrei Martianov est avec nous. Bon retour parmi nous, Andrei. Andrei Martianov joins us. Welcome back, Andrei. Avec plaisir. Andrei, let me ask you a question that... Andrei, laisse-moi te poser une question qui figure dans le sondage. J'ai demandé à notre public d'y répondre. La question est, Trump est-il intéressé par la fin de la guerre en Ukraine? Jusqu'à présent, 72% répondent non et environ 28% répondent oui. Quelle est ta réaction à cela? What's your response to that? No, he is not interested in ending the war. Non, il n'est pas intéressé à mettre fin à la guerre. Mais il est constamment guidé par la logique des circonstances, essentiellement. Et vous savez, ces circonstances sont créées principalement par la Russie, vers la conclusion inévitable qu'il n'a pas d'autre choix. En réalité, comme cela a été dit à de nombreuses reprises, la guerre est perdue. Quand on regarde ce qui se passe sur le champ de bataille, et même aujourd'hui, dans l'appel téléphonique mentionné, la Russie détient fondamentalement l'initiative stratégique. Si l'on examine de près le décompte, c'est horrible chaque jour. On peut voir des vidéos circuler dans les médias russes montrant des ratios de pertes du type 1 contre 20, 1 contre 25 et ainsi de suite. Et il a encore été dit aujourd'hui, lors de cet appel téléphonique, que oui, quoi que tu fasses, cela ne changera rien. Tu ne compliqueras pas les relations en fournissant ce que tu peux. Des tomahawks ou autres, Sir and me. Non, we I think. Before this phone call yesterday, Avant cet appel téléphonique d'hier, nous avions Donald Trump qui parlait de la situation en Ukraine. J'aimerais entendre votre point de vue sur ce qu'il a dit, car notre public connaît la réaction, mais il est important que vous la souligniez. Quelle est votre opinion sur les propos de Donald Trump? just pointing out what is your take on what Donald Trump has said. Pourquoi continue-t-il cette guerre? Cette guerre a été tellement néfaste pour lui. Il en est à 4 ans d'une guerre qu'il aurait dû gagner en une semaine. Let me just stop here. Laissez-moi m'arrêter ici. L'un des récits qui est devenu très populaire aux États-Unis, surtout pendant l'administration Trump, est que la guerre aurait pu se terminer en une semaine. Que vous savez, si la Russie n'avait pas fait ceci, ou n'avait pas pu faire cela, cela prouverait que la Russie est faible. That shows that Russia is weak. And what is your response to that, Andrei? Quelle est ta réponse à cela, Andrei? Eh bien, cette histoire de prendre Kiev en 3 jours vient de Mark Milley, lorsqu'il était président des chefs d'état-major interarmés. C'est quelque chose qu'il a lancé comme ça. Et je veux dire, compte tenu du fait que, militairement, les États-Unis sont incompétents, et qu'il y a toutes sortes de gens vexés qui inventent simplement des choses. Et évidemment, Trump, eh bien, nous avons déjà vu ça. Ce type, comme hier encore, a tout simplement inventé des choses à propos de l'Inde, par exemple. Yesterday, he just made up things about India, for example. The guy just invents things as he goes, you know. Ce type invente des choses au fur et à mesure. Tu sais, il a dit qu'il avait parlé à Modi, et tout le monde en Inde s'est dit quoi? Il n'a parlé à personne. Personne n'est au courant. Mais oui, c'est ce type-là, et c'est à peu près la même chose pour la plupart des hauts gradés du Pentagone. Ils sont militairement incompétents, ils ne comprennent rien à la guerre. Alors ce qui leur reste, c'est surtout la propagande. Disons-le ainsi, l'OTAN a été vaincue, d'accord? Même les gens de l'OTAN le savent. Ils sont désespérés, ils s'énervent, ils font semblant. Il y a cet imbécile, Rutter, qui a dit que les pilotes russes ne savaient pas voler correctement, que leurs avions n'étaient que des tas de ferrailles et des choses comme ça. Maintenant, ils inventent des histoires du genre « Oh oui, ce sous-marin est en panne, tu vois ». Oui, les sous-marins en panne ne plongent pas pour continuer à faire des choses pendant la plongée. Et la Manche, il faut la traverser en surface. Il faut être en surface. Mais oui, tout cela relève de la susceptibilité. Et surtout, parmi les armées de l'OTAN, c'est pathétique. J'ai déjà été impliqué là-dedans. J'ai même écrit 4 livres sur le sujet. Alors, que reste-t-il?
Comme je l'ai déjà dit, c'est la phase d'arrangement. À quel point l'Occident veut être humilié. L'Occident, c'est principalement les États-Unis. Et puis, il y a ça, enfin, ce n'est même pas une carte imprévisible. Ce ne sont pas une carte imprévisible. Ce ne sont rien. L'entité terroriste appelée Royaume-Uni continuera à mener des actes terroristes. La seule chose qu'ils savent faire, c'est tuer des civils. C'est ce qu'ils font le mieux. Mais à part ça, bien sûr, je veux dire, peu importe ce qu'ils veulent. Mais il est inévitable que les exigences de la Russie soient les mêmes. Elles n'ont jamais changé, et elles seront atteintes d'une manière ou d'une autre. C'est aussi lié aux déclarations de M. Lavrov avant-hier, lorsqu'il a parlé de ce qui s'est passé à Anchorage. Trump avait alors dit à Vladimir Poutine qu'il devait aller à Washington et, vous savez, consulter des gens. Et il a dit qu'il n'avait jamais reçu de réponse depuis. Donc, d'accord, cette affaire continue. Et peu importe, leur étau, pour ainsi dire, est déjà assez serré pour qu'il n'y ait pas d'autre issue que ce qui va arriver pour l'Occident uni, pour l'OTAN. Et oui, Trump commence à inventer des choses, comme dire qu'il a parlé avec Modi ou que les pays des BRICS quittent les BRICS. Je veux dire, je ne sais pas comment réagir à ça. Vous savez, c'est une question que les psychiatres devraient examiner. Et mes amis sur mon blog, sur les forums de discussion, ont déjà fait remarquer que nous ne sommes peut-être pas seulement confrontés à la démence, à la peur et au narcissisme, mais aussi à des faux souvenirs, ce qui relève de la psychologie et de la psychiatrie. Et oui, peut-être qu'ils croient vraiment avoir parlé à Modi, même si bien sûr, ni Modi, ni le ministre des Affaires étrangères de l'Inde n'en savaient quoi que ce soit. Comme cette histoire selon laquelle Modi lui aurait promis d'arrêter d'acheter du pétrole russe ou qu'il aurait mis fin à la guerre entre l'Iran et le Pakistan. Je suis presque sûr qu'Islamabad et la Tchétchénie se sont dit « Waouh, nous avons été en guerre. Voilà, nous avons ce cirque, d'accord ?» Et pouvez-vous imaginer le pauvre Vladimir Poutine et le pauvre Kremlin? Ils doivent composer avec ces imbéciles, d'accord? Vous avez l'armée américaine, ces généraux qui se pavanent comme des crétins, Ben Hodges, Kellogg, King ou peu importe. Et puis vous regardez ceux qui servent encore. C'est pathétique. Je veux dire, ils se ridiculisent. Ils ridiculisent leur propre pays. Cela veut dire qu'ils n'ont plus aucun honneur. La seule chose qu'ils savent faire, c'est le terrorisme, à peu près. C'est la seule chose. Andrei, pour revenir au moment où le conflit en Ukraine a commencé, je me souviens que Poutine avait dit qu'à la veille même d'entrer en Ukraine, il ne voulait pas attaquer. Il voulait une sorte de levier pour négocier, pour discuter avec les Ukrainiens. Tu sais, jusqu'au dernier moment, il ne prévoyait pas réellement d'entrer en Ukraine. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis, la Russie combat tout l'Occident. Et pas seulement l'Occident, avec la Turquie, la Corée du Sud, le Japon. Tous ces pays se sont unis. D'une certaine manière, ils ont aidé la situation en Ukraine. Ils ont aidé en faveur de l'Ukraine. Ils ont essayé d'envoyer des armes, des drones, toutes ces choses. Il semble que sous l'administration Trump, on n'apprécie pas ce qui s'est passé. Et tu sais, c'est la première fois dans l'histoire récente qu'on voit un pays combattre tout l'Occident, avec d'autres vassaux qui les soutiennent. Pourquoi est-ce si difficile pour eux de comprendre cela? Why is that so difficult for them to understand? Eh bien, parce que d'abord, gardez cela à l'esprit, je ne le répéterai pas, vous pouvez me citer là-dessus, un diplôme en sciences humaines, une formation en sciences humaines aux États-Unis et dans l'ensemble de l'Occident. Si vous regardez ce qu'on y enseigne en histoire et dans tous ces cours de géopolitique ou autres, 99% de tout cela relève de la fraude académique. Tout comme ces gens que Asher L. Mencken appelait magnifiquement des crétins avec un doctorat. Et quand on regarde cela, la CIA est incompétente. Elle peut tuer quelqu'un, d'accord? Elle peut commettre un acte terroriste.
Mais la prévision stratégique aux États-Unis et en Occident n'existe pas en tant que discipline. Ils n'ont pas de personnes qui la comprennent. Et quand on regarde ce que produit le monde universitaire occidental en matière de géopolitique, c'est une fraude académique totale, de Henry Kissinger à Brzezinski et tous les autres. Ils ne comprennent rien aux bases de la politique, de la géopolitique appliquée, et ils ne savent pas ce qu'est la guerre. Le Pentagone ne sait pas ce qu'est la guerre. Leur chef d'état-major interarmé ne comprend pas ce qu'est la guerre. Et quand on le leur démontre, comme la Russie le fait d'une main, l'autre main dans le dos, ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont jamais été capables de sortir de leur chambre d'écho. Et à partir de l'histoire inventée et mensongère, des faux souvenirs que nous avons sur Trump, on obtient toute une fausse histoire sur la guerre aux États-Unis et en Occident. On a littéralement une bande d'idiots sortis de West Point ou du collège d'état-major de Leavenworth au Kansas qui vénèrent les Allemands. Toute l'histoire, toute la vision opérationnelle et stratégique de l'armée des États-Unis, qui est intervenue alors que la guerre était essentiellement terminée en Europe, par exemple en 1944, a été façonnée par les Allemands. Elle a été influencée par des éléments marginaux et des cinglés comme Solzhenitsyn, ainsi que par toutes sortes d'émigrés blancs sur l'histoire de la Russie, sur l'Union soviétique, surtout. Ils ne savent littéralement rien. Parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est fondamentalement une fraude académique. Et quand on y regarde de plus près, surtout dans l'enseignement militaire aux États-Unis, sans même parler de l'Europe, qui n'a pas du tout d'enseignement militaire digne de ce nom, on voit à quel point le niveau académique est réellement bas. Quand on observe ce qui se passe, par exemple, à West Point, ils vivent dans une bulle. Ils n'ont pas l'expertise technique nécessaire pour comprendre ce qui se passe. C'est ce qui s'est produit quand leur course aux armements a été perdue. Ils ont cru que d'une certaine manière la guerre du Golfe 1.0 était un tel exploit. Donc oui, tout cela relève du marketing. Tout cela relève d'Hollywood. Et oui, je l'ai déjà dit publiquement. Toute armée qui vénère ce général médiocre, il faut regarder leurs mains, vous savez, pour voir s'ils comprennent vraiment ce qu'est la vraie guerre. Et ils ne comprennent pas. Et aujourd'hui, j'ai aussi écrit à ce sujet. Il n'y a pas un seul officier dans l'armée américaine. Sans même parler de l'Europe, n'en parlons pas. C'est pathétique, vraiment. Il n'y a pas un seul officier dans l'armée américaine, du plus bas niveau jusqu'au sommet du Pentagone, qui comprenne ou sache comment diriger la gestion du combat dans n'importe quel type d'opération hautement tactique, qu'il s'agisse d'un régiment, d'une brigade, d'une division opérativo-tactique ou de formation de niveau opérationnel. Ils ne savent pas. Ils ne comprennent tout simplement pas ce que c'est. Ils ont évidemment avalé et bu la potion magique. Et puis soudain, ils se retrouvent confrontés. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de gens ne comprennent pas la gravité de ce que je dis. L'armée américaine, encore une fois, on ne parle pas des Européens. Les Européens sont pathétiques. Je veux dire, ils n'ont tout simplement pas d'armée, à proprement parler. L'armée américaine a encore le TOE, le tableau d'organisation et d'équipement, de 1990. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Nous faisons face à un paradigme complètement nouveau dans le développement technologique militaire. Et oui, lisez bien mes lèvres. Les États-Unis ont perdu la course aux armements par un chaos, et pas seulement par un chaos. Et en conséquence, voilà le résultat. Qu'attendez-vous? Vous pensez que ces gens qui se cachent derrière leur chair à canon, ils les tuent par millions, des millions, pas des centaines de milliers. Toutes ces opérations ont été planifiées, exécutées et commandées, contrôlées par des généraux de l'OTAN, principalement américains. Ils ont sacrifié 2 millions d'Ukrainiens comme chair à canon
et n'ont rien accompli. Ils ont perdu la guerre et ils n'en peuvent plus car ils n'ont aucun honneur. Ils pensaient pouvoir répéter une sorte de guerre du Golfe, mais cela ne fait que montrer à quel point ils sont incompétents. Il en va de même pour la CIA et pour toutes ces organisations de renseignement qui ne sont bonnes qu'à des manœuvres politiques. Vous savez, ce ne sont pas de vrais professionnels. Ils peuvent vous espionner, saboter des gens, tuer des gens, mais ils ne peuvent rien gagner quand il s'agit du véritable affrontement du pouvoir, du vrai pouvoir national. Et voilà, c'est comme ça. André, voici ce qu'il a dit à propos des victimes. Ô bon Seigneur, Il entame maintenant sa 4e année. Il a perdu probablement près d'1,5 million de soldats. oui, enfin, écoute, ce type invente simplement des choses. Nous avons une honte nationale comme président. D'accord, au moins avec Biden. Le problème, c'était qu'il n'avait pas de cerveau fonctionnel. Et tout le monde savait qu'il était un zombie. Il avait 3 mains dans le dos, tu vois, et il était manipulé. Celui-ci est très actif. Il est évidemment dans un état mental anormal. Et que puis-je dire? Il invente des choses. Il écoute toutes sortes d'âneries qu'on lui sert. Et encore une fois, écoute, Larry Johnson l'a très bien décrit. Les types qui écrivaient à ce sujet, voici les rapports. Ce n'est pas ce qui se passe au sommet de la CIA. Regardez-les. Qu'est-ce qu'ils savent? Oh oui, je suis allé à la ferme. D'accord, tu es allé à la ferme. Quel est ton parcours? Oh, j'ai un diplôme en sciences politiques. Vraiment, au revoir. On ne peut tout simplement pas leur expliquer ce qui se passe. Et donc, voilà le résultat. Il invente des choses, il ne comprend pas la guerre. Apparemment, personne au Pentagone ne comprend. On peut donc dire qu'ils sont tout simplement incompétents et qu'ils croient à toutes sortes d'absurdités. Alors oui, bien sûr, pourquoi pas 3 millions? Pensez-vous que ces chiffres viennent des Britanniques et des Ukrainiens? Oui, absolument. N'oublie pas, la Grande-Bretagne est essentiellement un pays du tiers-monde maintenant. Les seules choses qu'ils ont encore, ce sont quelques joyaux qu'ils parviennent à maintenir, comme Rolls-Royce et d'autres du même genre. À part ça, c'est juste un pays du tiers-monde. Et quand on y pense, ils se considèrent encore, pour une raison quelconque, comme des gens immensément puissants et influents. Leur armée est une plaisanterie. Ils n'ont pas d'enseignement militaire fonctionnel. Aucun de leurs officiers, ni leur corps d'officiers, n'est compétent. Ce sont juste des amateurs, en gros. Des amateurs qui lisent un manuel de campagne écrit par quelqu'un d'aussi idiot qu'eux. Et donc, ce qu'ils se réservent essentiellement pour eux-mêmes, ils fournissent toutes ces choses qu'ils pensent, pour une raison quelconque, maîtrisées à la perfection. Ce sont tout simplement des mensonges éhontés. Tu sais, quand on considère le niveau intellectuel, ou plutôt son absence, des tabloïds britanniques et de l'élite politique là-bas. En conséquence, oui, ils manipulent ou essayent de manipuler. Et Trump est un homme sans principe. Il n'a aucun point d'ancrage intérieur, pour ainsi dire. Donc oui, on peut le manipuler en 2 heures à peine. Il dira une chose, puis, 20 minutes plus tard, il dira quelque chose qui contredit complètement sa déclaration initiale. Voilà donc à quoi la Russie doit faire face. C'est un véritable cirque, avec des imbéciles, des singes courant partout avec une grenade nucléaire. Et il faut l'aborder correctement, parce que qui sait, il y a beaucoup de fanatiques, surtout parmi ces sionistes, chrétiens et rapturistes, toutes ces créatures, tu sais, qui infestent essentiellement le gouvernement américain aujourd'hui, avec quelques Européens. Et oui, l'Occident, c'est fini. C'est fini. Tu sais. Tu peux le voir toi-même. Il ne fonctionne plus. Il ne peut plus fonctionner correctement. Il faut donc l'amener à atterrir d'une manière qu'il comprenne, et ce sera cathartique. Évidemment, les Russes ne vont pas y marcher en écrasant des têtes,
même si beaucoup pensent ou beaucoup méritent d'être poursuivis comme criminels de guerre et criminels contre l'humanité. Mais c'est comme ça. Je veux dire, comment expliquer autrement la folie à laquelle nous assistons? La vache folle doit être mise hors de sa misère, et elle est en train de l'être. Maintenant, si les gens en Occident ne veulent pas aider, c'est leur problème. Il y aura donc des soupes populaires, des files d'attente pour les soupes populaires, inévitablement. Et ce serait le dernier. Donald Trump parlant de l'économie de la Russie. Oh mon Dieu, je veux dire. Certainement, en ce qui concerne les blessés, sans jambes, sans bras, toutes ces choses qui arrivent dans des guerres horribles, c'est une guerre terrible. C'est le plus grand événement depuis la Seconde Guerre mondiale. En termes de morts, c'est plus important que toutes les autres. J'en ai réglé 8, les plus grandes en termes de pertes humaines. Incroyable. Je pense que l'Inde et le Pakistan avaient aussi un grand potentiel. Nous avons fait du bon travail sur ce dossier, mais il doit vraiment mettre fin à cette guerre. Et vous savez, il y a de longues files d'attente pour l'essence en Russie en ce moment, n'est-ce pas? Il y a de longues files. Qui aurait cru que cela arriverait? Et tout à coup, son économie s'est effondrée. Oui, son économie s'effondre. Il poursuit en disant que l'économie en Russie s'effondre. Nous devons admettre à ce stade que le président des États-Unis est un idiot, d'accord? Et ces gens qui lui servent ces absurdités, même si encore une fois, ne nous y trompons pas, c'est lui qui invente des choses. Il ment tout le temps. Il est clairement déséquilibré. On peut le voir maintenant, vous savez. Parce qu'évidemment, après avoir parlé à Modi il y a 2 jours, encore une fois, je veux dire, l'Inde, le matin même, avait rejeté cela. Ils l'ont dit. Donc oui, nous examinons son état mental. Et il a probablement été informé que les États-Unis, économiquement, sont dans une spirale de mort, ce qui est en train de se produire. L'hystérie ne sert à rien. Personne ne se soucie de l'hystérie, vous savez. Et encore une fois, après qu'il a réglé la guerre entre l'Iran et le Pakistan, apparemment, il a réglé les guerres. Il a mis fin aux guerres entre, comme je l'ai écrit hier, la guerre du Péloponnèse et les guerres puniques. C'est lui qui les a arrêtées. Il a mis fin à chaque guerre, sans exception. Comme je l'ai déjà dit, il est le don de Dieu à l'humanité. D'accord? Parce que, sans lui, bon sang, où en serions-nous? Et c'est une situation triste, et à bien des égards, une conclusion triste, par exemple pour les États-Unis, comme Adel Menken l'a magnifiquement décrit en 1920. Je crois que c'était dans le Chicago Tribune. Vous pouvez vérifier. C'est là qu'il dit, vous savez, que la démocratie atteint sa perfection. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Et nous, vous savez, atteignons ces nobles objectifs, de sorte qu'à un moment donné, nous obtiendrons ce que le cœur de notre peuple désire, et que la Maison-Blanche sera ornée d'un parfait imbécile. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Mais encore une fois, c'était différent en Amérique. À tous égards, esprit brillant et critique, intellectuel, sardonique, capable d'autodérision, c'est cela qui a rendu l'Amérique grande à l'origine. Maintenant, on a ce clone qui court partout en inventant des choses sans comprendre ce que... Ou peut-être qu'il comprend. Peut-être qu'il comprend, tu vois? Peut-être que c'est une réaction défensive. Parce qu'évidemment, les États-Unis ont été présentés comme un tigre de papier. C'est un tigre de papier. Militairement, c'est beaucoup de bruit et de cinéma hollywoodien. Mais la réalité, c'est que... Et oui, aujourd'hui, d'après ce que j'ai lu, le résumé d'Ushakov, Poutine lui a à peu près répété la même chose, tu vois? Et il a dit, oui, nous avons l'initiative. Tu veux l'envoyer chez moi? Très bien. Tu veux nuire à nos relations, tu sais, à ce qu'il en reste. Aujourd'hui d'ailleurs, Donald Trump a déclaré que la discussion avait été productive et qu'il en était satisfait. Mais, vous savez, à chaque fois,
every time. Yeah, I mean, what? No, I mean, it's obvious that they. Oui, je veux dire, c'est évident qu'ils ont bien changé. Mais comme je l'ai déjà dit, beaucoup de gens ne peuvent toujours pas l'apprécier. Et parfois, je ne sais même pas comment combler cet abîme, comment construire ce pont pour le transmettre à ces gens. Les gens, vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Vos vies sont en jeu. Vos familles, vos proches, vos enfants, vos femmes, vos maris, vous savez, vos biens. Tout ce qui vous est cher est en jeu. Et vous avez littéralement une vache folle qui saute, bave, lève les sabots en l'air. Des choses comme ça. Et il faut soit l'abattre pour en finir complètement, soit peut-être lui administrer une sorte de remède, vous savez, qui au moins l'apaise, afin qu'il s'allonge dans l'herbe sans blesser personne d'autre. L'enjeu de ce jeu, c'est un échange nucléaire, car les États-Unis sont faibles sur le plan conventionnel. C'est un tigre de papier. Ils ne possèdent aucune arme capable d'influencer quoi que ce soit sur le champ de bataille moderne. Ils n'ont aucune expérience en gestion de combat. Ils n'ont littéralement rien qui leur permette de mener des opérations modernes ou interarmes. Ils n'en ont pas les ressources. Donc, en conséquence, vous avez ces gens-là, ces fanatiques, ces sionistes chrétiens et ces partisans de l'enlèvement, qui attendent simplement la seconde venue, ou peu importe, vous savez, les tribulations et tout ce genre de choses, ce qui ne les dérange pas parce qu'ils sont des fanatiques religieux. Ce sont des imbéciles. Et donc, en conséquence, nous nous retrouvons dans cette situation. Et il faut la gérer de manière à préserver la civilisation humaine. Parce qu'on ne peut pas expliquer à un crétin de l'université Harvard, titulaire d'un diplôme en rien, comme la sociologie ou quelque chose du genre, ce que cela signifie quand une ogive d'un mégatonne explose. Et quand 1500 de ces ogives sont lancées, les États-Unis cessent d'exister en tant que nation, tout comme la majeure partie du monde. Ces gens ne comprennent pas cela. Ils ne l'apprécient pas, parce que nous avons littéralement grandi et élevé une génération d'idiots. En Occident, ce sont pour la plupart des idiots. Beaucoup de gens en dehors de l'Occident le comprennent. Ils subissent toutes sortes de pressions coloniales, de pressions économiques, de misère, vous savez, toutes sortes de choses comme ça, mais ils le comprennent parce qu'ils vivent constamment des difficultés. En gros, on a aujourd'hui une civilisation qui ne sait pas quoi faire. Et qui sait? Vous savez qui sait? Surtout quand on regarde ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Oui, ce ne sont pas des gens normaux. Andrei, Bloomberg a rapporté que l'Ukraine et les États-Unis sont en pourparlers concernant d'éventuels achats de gaz naturel liquéfié américain. Alors la question est, si l'Europe ne peut pas se le permettre, qui va payer? L'Ukraine n'est pas un pays suffisamment stable pour aller dans cette direction. Ils évoquent en contrepartie la possibilité pour les États-Unis d'utiliser les infrastructures de pipeline. C'est du bruit. C'est du bruit. C'est du bruit informationnel. Le journaliste moyen dans le monde, surtout en Occident, est une prostituée. Littéralement, un prostitué. Leurs femmes sont des prostituées. C'est la même chose qu'avec les minerais, tu te souviens. Oui, ils doivent vendre une histoire. Ils vendraient leurs enfants pour une histoire. Ils vendraient n'importe quoi, parce que c'est la seule chose qu'ils savent faire. Alors ils inventent des choses. Quelqu'un dit quelque chose. Oh mon Dieu, c'est une histoire. Ce n'est pas une histoire. L'Ukraine est un État virtuel. Elle subsiste grâce à l'argent occidental. Une fois que l'argent occidental est retiré, ce qui est en train de se produire en ce moment, ainsi que le soutien militaire, c'est fini. C'est fini parce qu'il n'y a rien là-bas. Ils ne produisent rien. Leur infrastructure énergétique. Eh bien, les Russes ont montré ce que signifie vraiment la suppression de la défense aérienne ennemie et la destruction du réseau électrique. Et pas seulement le réseau. Je veux dire, les Russes ne plaisantent plus. Ils s'attaquent
aux véritables centrales énergétiques. Et donc, quand on regarde cela, oui, la prochaine chose qu'ils ont, Zelensky, à un moment donné, vous pouvez vérifier, je ne me souviens plus quand c'était, peut-être il y a quelques mois, il a dit que l'Ukraine avait un programme spatial. Oui, pourquoi pas? Vous savez, des astronautes ou cosmonautes ukrainiens, bien sûr. Alors, ils produisent constamment ce bruit de fond parce que c'est la seule chose qu'ils savent faire. Le journalisme n'est pas une profession. C'est en gros une forme de prostitution institutionnalisée. Il faut sans cesse inventer quelque chose pour vendre une histoire, pour toucher son salaire. Si tu te vends vraiment bien, tu te retrouves sous la coupe des donateurs et des propriétaires qui te payent pour produire de la propagande. Et par conséquent, surtout Bloomberg, ce n'est même pas une organisation de presse. Il pourrait très bien servir joyeusement d'exemple type de la promotion de la propagande et de toutes sortes de mensonges. Et donc, en conséquence, oui, quelqu'un dit qu'il va liquéfier du gaz naturel. En effet, qui va payer pour ça? Tu poses la bonne question. L'Europe? L'Europe est pauvre. Beaucoup de gens ne le comprennent toujours pas. Et Vladimir Poutine, s'exprimant aujourd'hui au Forum de l'énergie à Moscou, l'a dit clairement. Je veux dire, l'industrie s'effondre, et cela va devenir bien pire, cela va s'accélérer. L'Allemagne est essentiellement morte. Ils ne le savent pas. Ou peut-être que si. Et donc, quand on parle de ces choses, évidemment Trump, dans le grand schéma des choses, si l'on regarde la trajectoire des États-Unis en ce moment, cela convient en quelque sorte à la Russie. Ils veulent sortir de ce conflit. C'est pourquoi beaucoup de gens disent « Oh Pearl ». Vous savez, peu importe cette stupide abréviation pour désigner une contribution financière permettant à l'Europe d'acheter des armes américaines et de les transférer à l'Ukraine. Les États-Unis n'ont pas d'armes. C'est ça le problème. Qui va payer quoi que ce soit? Et ils le savent. Beaucoup d'entre eux le sentent au moins, que c'est la fin. Que voulez-vous faire? Comment pouvez-vous expliquer à vos électeurs, pour ainsi dire, si un imbécile comme Rudy, ou même Trump, sort et dit « Nous voilà, nous sommes perdus ». Il ne peut pas dire ça parce qu'il se ferait dévorer vivant. Il s'est révélé être un lâche, sous l'influence de toutes sortes de gens de la classe des donateurs qui ont essentiellement détruit les États-Unis. Voilà donc, vous avez cette combinaison de lâcheté, de manque d'honneur et d'incompétence qui se transforme en un mélange explosif. Et c'est ce qui arrive quand on doit gérer, comme je l'ai déjà dit, un singe tenant une grenade. Vous ne voulez pas lui tirer dessus, mais en même temps, comment faire pour, vous savez, le maîtriser afin qu'il ne devienne pas fou d'une manière ou d'une autre. Et par conséquent, oui, l'Ukraine déclare vouloir acheter du GNL. Moi, je déclare que j'ai, vous savez quoi, un réacteur nucléaire fait maison pour tout ça, et je produis. Oui. Ce ne sont pas des informations. C'est du « il a dit »,« elle a dit ». Et ils présentent ça comme une histoire crédible. Aucun d'entre eux n'a les compétences nécessaires. Pas un seul journaliste américain de CNN, du Washington Post ou du New York Times, en dehors du fait que la plupart d'entre eux devraient être poursuivis comme criminels de guerre pour une propagande de type gibsonienne, responsable de millions de morts. Aucun d'entre eux n'a les outils pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Ils défendent des agendas. Ils sont pas très futés. Ils ne sont vraiment pas futés. Le journalisme est une profession, mais ce ne sont pas des gens intelligents. Et en conséquence, nous avons ce GNL. Et oui, ensuite, oui, envoyons l'astronaute ukrainien à la Station spatiale internationale. Pourquoi pas? L'Ukraine a un programme spatial viable, à ce qu'il paraît. André, il semble que Pete Hegseth, dans ses derniers commentaires avec le secrétaire général de l'OTAN, parlait d'envoyer des armes en Europe et de la manière dont ils allaient les acheter. Il les a d'une certaine façon convaincus. Oui, c'est faux. Qu'ont-ils à donner, André? Qu'ont-ils à offrir à l'Europe?
Voici ce qu'a dit Pete Hegseth. have to give to Europe. Here is what Pete Hegseth said. Bien sûr, il s'agit de Pearl, l'initiative par laquelle les pays européens achètent des armes américaines et les transfèrent à l'OTAN pour le combat en Ukraine, afin d'apporter la paix à ce conflit. Et s'il y a bien une chose que nous avons apprise sous la présidence de Trump, c'est l'application active du principe de la paix par la force. The guy, even his Le type, quand il en parle, rit d'une certaine manière de ce que je dis. C'est un peu, tu vois, disons-le comme ça. Let me put it this way. Par ici. Pete Hegseth. Il a servi d'une manière ou d'une autre en Afghanistan, je crois. Voyons voir. Il s'est inscrit. Ah oui, il était à l'université de Princeton. Il s'est spécialisé en sciences politiques. Ah, d'accord, d'accord. Donc il a refusé une offre des États-Unis pour jouer au basket universitaire. Oui, donc c'est un gars du ROTC. Ça veut dire qu'il a étudié la politique. Et oui, il a été en Afghanistan d'une certaine manière. Il n'a pas les compétences nécessaires pour comprendre ce qu'est la guerre et sa dimension technologique. Comme beaucoup, vraiment beaucoup, d'officiers américains, ils passent par le ROTC ou l'OCS avec des diplômes en, Dieu sait quoi, politique, journalisme, littérature. Et encore une fois, je peux te dire, par exemple, qu'il y a des gens qui sont sortis de l'Académie militaire des États-Unis à West Point avec un diplôme en littérature, spécialisé en littérature. Alors qu'attendez-vous de ces gens-là? Comprennent-ils l'ingénierie, l'aspect technologique, la dimension de la guerre? Non. Et c'est pourquoi que peuvent réellement apporter les États-Unis à l'Ukraine? Je peux vous le dire, rien. Ils peuvent leur donner ce qu'il reste du Patriot Pack 3. C'est une efficacité pathétique de 6%. Même les Ukrainiens l'admettent. L'ancien chef d'état-major général de l'Ukraine a dit « Oui, c'est passé de peu importe, 42%, ce qui n'a jamais été le cas au départ, à 6%. Oui. Et quoi d'autre? Merci. » Les États-Unis n'amélioreront pas leur position en fournissant plus d'armes juste pour qu'elles soient, vous savez, de l'artillerie brûlée. Je veux dire, c'est un champ de bataille du XXIe siècle. Le Pentagone n'a aucune idée de la façon de le gérer, d'accord? Non, je suis sérieux. Ce n'est pas une figure de style. Donnez-moi n'importe quel général américain. J'adorerais discuter avec lui de toutes sortes de choses qu'ils enseignent dans leurs cours, par exemple à Leavenworth. Évidemment, la plupart d'entre eux sont totalement incompétents. Ils ne connaissent pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne connaissent pas l'histoire militaire. Et donc ils croient à toutes ces choses. Ils regardent ces opérations et disent « Regardez, regardez comment nous avons combattu pendant la guerre du Golfe. » Contre qui? Contre une armée à peine lettrée, de troisième ordre. Eh bien, impressionnez-moi donc. Et c'est bien là le problème. Et quand Hobson dit cela, d'accord, les États-Unis peuvent essayer de transférer à l'Ukraine un de leurs sous-marins stratégiques de classe supérieure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quoi d'autre? Et des F-35 peut-être. Je crois que les forces aériennes et la défense antiaérienne russe en salivent d'avance, attendant juste que cela se produise. C'est la fin, tu sais. Comme l'a dit Jim Morrison un jour, c'est la fin. C'est une impasse. Il n'y a aucune issue, sauf peut-être déclencher une guerre thermonucléaire. Mais là encore, tous ces types seraient morts. Tous ces bunkers sont inutiles. Ils ne résisteront pas à ce qui va voler. Dieu nous en garde, car ça peut pénétrer des dizaines et des dizaines de mètres dans le sol avant d'exploser. Et tu es mort dans le bunker. Alors, que puis-je dire? Je veux dire, montre-moi n'importe quel équipement. Eh bien, ils peuvent encore obtenir quelques javelins, qui sont à peu près inutiles, surtout dans le combat urbain. Efficacité extrêmement faible. Ils peuvent envoyer davantage de paladins, ils seront détruits. Ils peuvent envoyer ce qu'il reste des Bradley, ils seront tous brûlés, détruits. Et je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je veux dire, il n'y a rien. Andre, it seems that the mind of
Andriy, il semble que dans l'esprit de l'administration Zelensky, Budanov, le chef du renseignement, ait déclaré qu'il se préparait à la guerre pour encore au moins 2 ou 3 ans. Veulent-ils poursuivre la guerre ou parlent-ils d'une forme de sabotage? Parce que nous avons entendu le directeur du FSB, Alexandre Bortnikov, affirmer que Russie dispose d'informations sur des préparatifs de sabotage du gazoduc Turk Stream par les Britanniques, en collaboration avec les Ukrainiens. Gas pipeline by British together with Ukrainians. Yeah, British, as I already stated, Oui, the only thing les they Britanniques, can do is comme je l'ai déjà dit, there are some la seule chose qu'ils savent faire, c'est le terrorisme. they will continue to Certains membres du SAS se font tuer, et ils continueront à se faire tuer. Ils ne sont pas aussi bons qu'ils essaient de le faire croire. Ils sont bons, certes, mais le niveau de préparation des forces spéciales occidentales aujourd'hui est, eh bien, s'ils veulent affronter les véritables groupes d'assaut russes, je peux vous dire une chose, ils ne jouent probablement même pas dans la même catégorie. Et je ne parle même pas des unités spéciales, des forces spéciales. Donc oui, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Que peuvent-ils faire d'autre? Faire exploser des choses, saboter quelqu'un, tuer quelqu'un. Ils aimeraient tuer quelqu'un. Enfin, ils aimeraient tuer Gerasimov. they would love to kill some. They would love to kill Gerasimov. This is how British operate. So Voilà comment les Britanniques fonctionnent. Dès que quelqu'un leur marche sur la queue, ils se mettent à couiner, tu vois. Ils ont toujours été comme ça. they have been always like Pour une raison quelconque, ces gens-là ne comprennent toujours pas qu'ils sont une petite île sans véritable capacité industrielle et que leur armée est une plaisanterie. and with the Leur marine est une plaisanterie et l'armée dans son ensemble l'est tout autant. L'académie militaire de Sandhurst est une plaisanterie, tout comme la plupart de ses diplômés. Ce n'est pas une véritable institution militaire. Ils ne comprennent même pas ce qu'est une formation militaire. Tout cela, c'est surtout du cinéma, des ouïe-dire et une mythologie qu'ils ont eux-mêmes créée. a mythology which they have been creating. It's like, you know what? I'll give you example. C'est comme, tu sais quoi? Je vais te donner un exemple. Rommel, tu vois, oh oui, le renard du désert et tout ce baratin. Ce type commandait l'Africa Corps. Ce n'était pas une vraie armée. Donc tout le monde devrait comprendre, même les Allemands eux-mêmes. Wolf Heckmann, par exemple, si tu regardes l'une des couvertures de son livre sur Rommel, il a affirmé, comme plusieurs historiens d'ailleurs, que la figure de Rommel avait été élevée à une dimension mythologique, non pas tant par Hitler, bien qu'évidemment Hitler adorait Rommel pour avoir botté les fesses des Britanniques en Afrique du Nord pendant un temps. En réalité, ce sont Churchill et Montgomery qui ont fait cela. It was the fact that it was Churchill and Montgomery. The only reason they will embellish. La seule raison pour laquelle ils ont enjolivé et exagéré l'importance et les talents de Rommel, c'était pourquoi? Oui, pour soutenir leur propre mythologie, pour montrer, en gros, regardez comme nous sommes formidables. Nous avons vaincu ce génie. Ce n'était pas un génie, c'était un chef militaire correct. Il n'a jamais combattu sur le front de l'Est, où il aurait été complètement humilié dès la première rencontre avec les Soviétiques. Bien sûr, l'armée rouge. Et c'est ainsi que cela se serait passé. Et devinez quoi? Nous vivons encore avec ces absurdités, y compris bien sûr celles de l'armée américaine, selon lesquelles Patton aurait été, soi-disant, le némésis de Rommel. Ils ne se sont jamais affrontés sur le champ de bataille. Mais il y a des gens qui y croient. Ils construisent leur vie autour de ça. Ils construisent leur carrière. Ils rédigent des thèses de doctorat sur ces absurdités. Et puis soudain, quand le monde entier semble se désagréger sous leurs yeux, et qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas si importants, pas si significatifs, ça fait mal. Croyez-moi, cela ferait mal à n'importe qui. C'est très semblable à ces personnes qui perdent leurs épouses ou leurs petites amies bien-aimées, qui leur disent « Tu sais quoi, il va falloir qu'on se sépare. En fait, tu n'es pas vraiment à la hauteur. » Ça fait mal. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle de la civilisation. Tous ces mensonges, toutes ces absurdités qu'on leur a fait avaler depuis 80 ans, tout cela refait surface. Et beaucoup de gens,
comme Trump par exemple, ou encore plusieurs personnes de son administration ou du Pentagone, n'arrivent tout simplement pas à le supporter. Ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas l'honneur de dire « Seigneur, nous ne sommes pas ce qu'on a dit que nous étions ». Et c'est très simple. Il y a une immense dimension psychologique et humaine dans tout cela. À bien des égards, c'est une stratégie. J'ai vécu l'effondrement soviétique. J'ai connu beaucoup de gens, vraiment de très près. Certains se sont suicidés. D'autres se sont complètement, vous savez, noyés eux-mêmes parce qu'ils ne pouvaient pas l'affronter. Pour eux, c'était essentiellement leur vie. Et la même chose se produit ici. C'est juste que beaucoup de gens ici n'ont pas d'expérience de cela. Moi, oui. Je le vois clairement. Et c'est pourquoi certaines personnes commencent à inventer des choses. Mais l'effondrement soviétique était complètement différent de ce qui se passe actuellement aux États-Unis et en Occident combinés, car cela est bien plus vaste sur le plan civilisationnel. Et évidemment, il y aura des gens qui feront des crises nerveuses. C'est pourquoi M. Trump parle à M. Modi, et M. Modi ne savait même pas qu'on lui parlait, vous voyez. Donc si vous traversez cela, c'est un effondrement, c'est la fin du monde tel que nous le connaissons. Moi, je me sens bien, mais d'autres non, et je les comprends. Le fait est, comme je l'ai déjà dit, même si je ne me sens plus lié par aucune forme de solidarité corporative, par exemple avec l'armée américaine, parce que je commence à dire les choses telles que je les vois, j'éprouve encore de la sympathie humaine pour les personnes dont la vie s'est construite autour de cette mythologie. Elles se retrouvent soudain face au fait qu'elles sont impuissantes. Elles ne peuvent rien faire. Elles n'ont rien à offrir. Leur technologie est médiocre, tu vois. Toutes leurs idées, leur mythologie, leur histoire militaire, ce n'était en réalité rien d'autre qu'un conte de fées, tu vois. Et donc, les choses se passent ainsi. Et les gens déraillent complètement. Cela arrive. Et cela arrive souvent. Nous vivons ce moment. C'est juste que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils ne peuvent pas en saisir l'ampleur. Mais c'est bien ce que nous avons aujourd'hui. André, avec le soi-disant plan de paix de Trump au Moyen-Orient, penses-tu que la perspective d'une guerre avec l'Iran s'éloigne, ou bien que cela augmente d'une certaine manière le risque d'une confrontation entre Israël, l'Iran et peut-être les États-Unis? Parce que si Israël décide de le faire, je ne crois pas qu'il puisse le faire sans les États-Unis. Israël ne peut rien faire sans les États-Unis. Israël, comme vous le savez, et cela a été largement relayé par les médias russes, y compris de grands organes comme RIA Novosti et TASS, s'est adressé au ministère russe des Affaires étrangères. Comme la Russie entretient de bonnes relations avec Israël et, évidemment, des relations très étroites avec Téhéran, ils se sont rendus au ministère des Affaires étrangères et ont dit « Nous ne voulons plus de guerre. Pouvez-vous transmettre cela à l'Iran ?» Et le ministère russe des Affaires étrangères a immédiatement transmis ce message à Téhéran. Et Téhéran a répondu que oui, ils ne veulent pas non plus de guerre. Qui veut une guerre? Israël ne peut certainement pas se le permettre, car nous avons de plus en plus de preuves que ces 12 derniers jours, l'Iran a littéralement, mis Israël à genoux. Ce n'était que 12 jours. Et puis ils ont réalisé que la défense aérienne américaine est inutile, comme prévu, et que les États-Unis étaient simplement à court de missiles, tout comme Israël. Mais l'Iran, en gros, ne faisait que s'échauffer, vous voyez. Donc nous avons cette situation, et c'est bien, c'est positif. Tu sais, personne ne veut, encore une fois. Tu sais, autant qu'on puisse détester, et oui, on déteste Israël pour ce qu'il a fait à Gaza et tout ça, personne ne veut qu'un autre génocide se produise. Personne ne veut que les Juifs soient complètement anéantis. Ce sont des êtres humains.
Il faut trouver une solution. Il n'y a que leurs fans et ces types hystériques et émotionnels qui jouent à accuser les Juifs de tout ce qui ne va pas dans le monde. Tu sais, du genre, oui, les Juifs étaient apparemment là pendant le Big Bang et ils ont gâché la création de l'univers, ou quelque chose comme ça. Mais le fait est que personne ne veut ça. Personne ne veut ça, sauf les fanatiques en Israël et bien sûr les fanatiques aux États-Unis, surtout si l'on considère la dynamique de coopération militaire entre la Russie et l'Iran qui est désormais confirmée. L'armée de l'air iranienne a bien reçu ses premiers Bachar al-Assad U-35. Elle commence déjà à recevoir les premiers MiG-29 SMT. Ce ne sont pas des MiG-29A, il s'agit du MiG-29 SMT, capable même d'emporter le R-67, des armes RR très avancées. Il dispose d'un cockpit tout écran, d'un excellent radar et dans l'ensemble, c'est un appareil très avancé, de génération 4+. Il existe également toutes sortes de rapports indiquant qu'elle a déjà reçu des S-400 supplémentaires et des systèmes similaires. Donc, oui, plus la paix dure, plus l'Iran deviendra fort sur le plan de la défense. Et le fait que Téhéran ait officiellement mis fin à sa coopération avec la Commission internationale de l'énergie atomique est un signe que l'Iran se prépare. Mais la Russie fait tout ce qu'elle peut pour éviter ce genre de situation. Et c'est bien, c'est très positif. Et c'est l'une de ces choses que les médias occidentaux ne rapportent pas. Ils ne parleront jamais de ce qui se passe de positif dans le monde. Ils ne diffusent que des absurdités hystériques venues de Bloomberg, CNN ou du Washington Post. Et ils continuent à les vendre. Eh bien, ils doivent vendre pour continuer à créer cet environnement hystérique. Et parce que, oui, beaucoup d'entre eux y sont contraints. Et comme je l'ai déjà dit, ce sont essentiellement des prostituées. C'est juste une question de prix. Certains sont des camés, tu vois, ils le font pour de la drogue. D'autres le font pour des salaires corrects, mais ce sont quand même des prostituées. André, nous savons que les États-Unis ont tout fait pour faire pression sur la Chine et l'Inde, afin qu'elles fassent, à leur tour, pression sur la Russie. Pensez-vous qu'avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient et en Ukraine, la Russie, l'Iran et la Chine commencent à comprendre qu'il doit y avoir une certaine unité dans leur politique en matière de sécurité régionale? Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, c'est aussi du sud de l'Ukraine, de ce qui se passe au Yémen et en Syrie, et de la manière dont cela pourrait s'étendre à l'Asie centrale, apportant de l'instabilité à travers ces groupes radicaux. Pensez-vous que ce type d'état d'esprit se développe parmi ces pays? Oui, je veux dire, juste pour te donner un exemple, j'ai écrit à ce sujet il y a quelques jours. En Turquie, soudainement, les nationalistes, ce qui est inédit, les partis nationalistes, sont sortis en disant qu'il devait y avoir leur propre union, une alliance militaire, tu sais, toutes sortes de coopérations entre la Turquie, la Russie et la Chine. C'est comme, waouh, tu vois, c'est du jamais vu. Pas parmi la population turque. La majorité des Turcs considèrent en fait la Russie comme un pays ami. Mais j'ai écrit que oui, ils arrivent un peu trop tard pour ça. Même si la voie de la Turquie vers les BRICS et vers l'Organisation de coopération de Shanghai sera évidemment ouverte s'ils deviennent un acteur important. Mais leur place dans cet arrangement trilatéral est déjà occupée par l'Iran. Ainsi, la Turquie n'atteindra pas la position que l'Iran occupe actuellement. Il y a une compréhension, surtout du côté chinois enfin, que oui, on ne peut plus rien attendre des États-Unis, surtout après la déclaration d'aujourd'hui selon laquelle ils cesseront probablement aussi de fournir des pièces Boeing à la Chine. Et quand on regarde cela, en particulier à l'échelle régionale, il faut se rappeler que l'intervention russe de 2015 en Syrie, le déploiement russe là-bas, était une affaire iranienne. Le général Soleimani s'est personnellement rendu à Moscou
et a parlé directement avec tous les principaux responsables politiques et militaires sur place. Et il a convaincu Moscou que, vous savez quoi, il fallait bien nous aider en Syrie, parce que la Syrie était avant tout un projet iranien. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas qu'avant 2015, les Russes étaient très maltraités en Syrie. Beaucoup ne s'en souviennent pas, mais les journalistes russes étaient arrêtés, harcelés, parfois même emprisonnés puis relâchés. Donc, pour donner un exemple, ce n'était pas du tout, vous savez, des licornes et des arcs-en-ciel. Non, 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 non. Les relations étaient très complexes, et c'était un projet iranien. Mais la Russie savait déjà à l'époque que l'Iran était essentiel à bien des égards pour la politique étrangère russe. Et par conséquent, le général Soleimani a convaincu les Russes d'aller en Syrie, et nous savons ce qui s'est passé. Maintenant, nous avons Monsieur Shah. Peu importe, mon Dieu, je n'arrive pas à bien prononcer son nom. Il se rend à Moscou. C'est ça, oui, peu importe. Donc, il rencontre Poutine. Et devinez ce qu'il demande. Évidemment, certains disent qu'il exigera l'abandon de M. Bachar al-Assad. Non, il ne peut rien exiger en Russie. Mais, comme il l'a déclaré, nous allons honorer toutes ces choses. Et devinez quoi? Aujourd'hui, nous savons que ce qu'il a déclaré allait encore plus loin. Il veut le retour des troupes russes à la frontière sud de la Syrie. Pas seulement la police militaire. Il veut que l'armée russe y soit stationnée. Pourquoi? Ce qui est bien, d'ailleurs. Bien sûr que c'est bien. Je veux dire, la base aérienne de Khmeimim fonctionne là-bas, la base navale de Tartus fonctionne là-bas. Tout est en activité. Je peux te dire tout de suite ce que la Russie lui a dit. Ils ont dit, oui, on peut faire ça. Tu arrêtes immédiatement la persécution de toutes sortes de minorités, surtout des Alaouites. Si tu ne peux pas faire ça, c'est non. Mais évidemment, ils veulent des bases. Et maintenant, ils veulent des troupes russes à la frontière avec Israël et tout le reste. Devine quoi? Parce qu'évidemment, comme tout régime, tout gouvernement qui arrive au pouvoir, ils veulent survivre. Ils veulent vraiment survivre. Les Russes le savent. Les Russes parleront même au diable si cela vaut la peine de discuter d'une affaire. C'est ainsi que fonctionne la géopolitique appliquée, la vraie. Et c'est pour cela que Larry écrivait si bien, quand le gouvernement de Bachar est tombé, tu sais, les gens disaient « Oh oui, il y aura des bouchons qui sautent, des bouteilles de champagne qui explosent à la CIA et au MI6. » Ne tirez jamais de conclusions hâtives. Trop tôt, les gars. Comme disent les Russes, ne dis pas « hop » avant de sauter. Et maintenant, nous avons cette situation stupéfiante, surtout si l'on considère que les bases russes sont devenues un refuge pour les Alaouites et de nombreux chrétiens. Alors, ces gens feraient mieux d'obéir. Ensuite, les Russes placeront des troupes à la frontière, et Israël n'osera pas bouger. Parce qu'évidemment, les Russes ne s'intéressent pas à un grand Israël, et l'Iran non plus. Mais l'Iran, évidemment, surtout au Liban, a vu son influence considérablement affaiblie. Pas complètement éliminée, mais affaiblie, en particulier au Liban et en Syrie. Et encore une fois, ne vous y trompez pas, je ne suis pas un spécialiste de la région, je ne parle pas arabe. Le farsi, je ne le connais que par le jeu de Nardi. Vous savez, juste Shahariek, des choses comme ça. Mais à part cela, c'est la limite de mon farsi. Donc je dirais qu'il y a là une nouvelle dynamique. Et ceux qui ont écarté la Russie ou l'Iran de la région feraient bien de revoir leurs certitudes et leurs références académiques, car ils ne comprennent manifestement pas ce qui se passe réellement. C'est exactement mon propos. Il n'y a pas un seul homme, ni au Naval War College, ni au US Army War College, qui comprennent ce qu'est réellement la géopolitique. Ils croient encore à ces absurdités de, vous savez, Halford Mackinder, que ce n'est qu'une question de géographie. Non, 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 non. Même dans son œuvre fondamentale, ce n'était pas seulement le pivot géographique de l'histoire.
Au bout du compte, il s'agissait d'économie. Dans son plus grand traité sur la géopolitique, il écrit que tout repose sur l'économie, simplement sur la manière dont elle est liée à la géographie. Mais encore une fois, on ne peut pas utiliser un traité rédigé au début du XXe ou à la fin du XIXe siècle comme principe directeur. Tout a changé. Vous savez, c'est comme si vous ne pouviez pas expliquer à un imbécile de ce niveau que oui, à l'époque où ces gens écrivaient, ils parlaient de canons, des canons de navires, qui avaient une portée maximale d'environ 40 km. Ou si c'était un canon de 16 pouces, très bien, mais on n'a plus besoin de ça aujourd'hui. Maintenant, on a des missiles de croisière avec des portées de milliers de kilomètres. Tout a changé. L'aviation est complètement différente aujourd'hui. On dispose de la reconnaissance spatiale, de toutes sortes de technologies. Bon, d'accord, appliquons ce raisonnement ici. Pourquoi ne pas aller appliquer les écrits de M. Jomini sur la guerre telle qu'il la voyait au début du XIXe siècle? Quoi? 1812? Oui, pourquoi ne pas utiliser ça? C'est ce que ces gens enseignent. Ils enseignent ces trucs-là et disent « Oh oui, c'est de la stratégie. Ouais. Et c'est Clausewitz. Oh oui, Clausewitz a évidemment tout écrit à ce sujet. Oui, si tu veux un diplôme fictif en sciences politiques et en histoire, va étudier Clausewitz. Écris un traité. Comme si une autre centaine de millions de personnes n'avaient pas déjà écrit sur la guerre, tu vois. C'est ennuyeux. Ça n'apporte rien. C'est littéralement du vide. Toutes ces prescriptions où ils disent « Oh oui, Clausewitz a écrit quelque chose sur l'offensive. » Oui, bien sûr. Regarde comment l'offensive de Napoléon a fini. Clausewitz était avec l'armée russe qui a vaincu Napoléon, d'ailleurs, puis est entré à Paris en 1814. Mais ces gens croient encore qu'il faut l'étudier, qu'il faut l'appliquer sans cesse. Non, tu ne peux pas. Il faut l'étudier pour la culture générale, mais on ne peut pas l'enseigner comme une discipline valable appliquée à la guerre moderne. Il faut étudier l'économie moderne. Il faut avoir une formation en ingénierie, une base physique et mathématique pour comprendre les principes physiques sur lesquels tout repose. Et quand on explique aux gens comment même la topologie de leur guerre concentrique change, à quel point elle est dynamique, fluide, quels sont les filtres communs, ils réagissent « Quoi? Non, c'est ça, la guerre. » Au niveau opérationnel, même au niveau tactique, c'est ainsi qu'elle est menée. Si l'on regarde par exemple un poste de commandement de compagnie aujourd'hui, surtout en Russie, sans parler d'ailleurs, tout est écran, ordinateur, caméra, communication par satellite. C'est oui, totalement différent. Mais comment expliquer cela à ces gens? Never. That would never happen. Jamais. Absolument jamais. Oui. Merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Tout le plaisir est pour moi. Quand vous voulez. Au revoir. Au revoir.